Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Chaillet, je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Ça va Mathieu ? Ça va Raph et toi ? Ça va très bien. On est ravis aujourd'hui d'accueillir Elsie Pommier avec nous. Salut Elsie. Salut, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Dans Memento Mori. Ouais, c'est cool de t'avoir. On est vraiment ravis de t'avoir avec nous pour un sujet qu'on ne maîtrise pas a priori, hein Mathieu ? Et qu'on ne méprise pas non plus. Et qu'on ne méprise pas. Ben non, sinon on ne l'aurait pas invité. Tout à fait. On ne maîtrise pas. Alors, le sujet ou l'application du sujet ? Les deux peut-être. les deux peut-être, ouais. Vous faites une auto-analyse déjà. Moi, je suis dans l'intemporel, le classique, moi, tu vois, voilà. C'est Air Max plus la capuche et voilà, tu vois, on s'arrête là et ça va très bien. Mais bon, mais toi, tu as fait une école d'art, donc toi, tu es plus sensible déjà. Tu es le genre de mec qui peut porter des pantalons retroussés avec des chaussures rouges. Chaussures rouges, j'ai des chaussures rouges, ouais, d'équipe. Oui, mais je sais que tu en as, c'est pour ça que je le dis. Ça fait longtemps que je ne les ai pas mises d'ailleurs. Ça lui a piqué la rétine. Ouais, c'est ça. Il y avait des grumeaux de mon cerveau qui coulaient entre mes globes oculaires, tu vois. Non, mais ça va, j'ai survécu. Non, alors, on est ravis de t'accueillir, Elsie. Les questions sont super intéressantes et le sujet va, je pense, surprendre beaucoup de personnes. Mais on voudrait faire un peu plus connaissance avec toi pour nos auditeurs. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ton travail et comment tu en es venu un petit peu à t'intéresser à la question de la mode et tout ça ? Enfin voilà, qui es-tu, Elsie ? Ouais. Donc Elsie, je suis lyonnaise et donc je travaille dans la mode. C'est un bien grand mot. Aujourd'hui, je suis indépendante, mais à la base, mes études m'ont amenée au métier de styliste modéliste et après, j'ai fait une spécialisation conseil en images. Et donc, voilà, ce que je fais, c'est qu'aujourd'hui, j'interviens dans des écoles de mode, en stylisme, en socio, en histoire de la mode un peu aussi. Et puis, j'accompagne aussi les indépendants et particulièrement les professionnels sur leur image pour soutenir leur discours, en fait, soutenir leur communication en travaillant la tenue, l'image et donc le vêtement en fait partie, en fait. Et ça, c'est ma spécialisation quand je les accompagne. Et puis à côté, cette année, j'ai commencé aussi, c'est ça qui est la liberté d'être indépendante. J'ai commencé aussi à me poser, à être plus dans la recherche sociologie et théologie de la mode, pour utiliser les grands mots. Voilà, pour étudier un peu plus la question de qu'est-ce que la mode, qu'est-ce que le vêtement. Ouais. Est-ce que tu conseilles Memphis de paille ? Memphis, c'est quoi ? Mais ton numéro 9 de l'Olel. Ah non, mais moi, alors moi, le numéro 9. Ouais, je suis désolée. Ah oui, le premier truc que tu as dit, c'est je viens de Lyon. Alors là, tu l'as branché. Hein. Ah ouais, je suis désolée. Oui. Ouais, alors je viens de Lyon, mais plutôt pour la partie culture que sportive. Enfin, pas la culture sportive, mais plutôt la culture art et art artistique. Et non, mais il faudrait que tu le contactes. À mon avis, il a besoin d'aide, ce garçon. Ah oui. Pourtant, normalement, il y a justement des conseillers en images spécialisés dans le milieu du sport. Ça a commencé par la politique et après le sport, donc il y en a. Non, mais là, c'est dur quand même. En général, quand tu mets mode et football à côté, c'est dur. Ouais, les mecs, ils ont tellement d'argent qu'en fait, ils disent plus ça coûte cher et que c'est dingue, plus je le fais, tu vois. Et t'as des trucs complètement dingues. Après, ils sont égéries de beaucoup de marques aussi. Ils sont à voir comme ça. Hein. C'est ça. Mais bon, c'était juste une question comme ça. Elsie, est-ce là, qu'on peut dire que tu es la tout... Christina Cordula ? Est-ce que tu es un peu une Christina Cordula ? Alors justement, tout mais pas ça, parce que en fait, elle est à la base, elle est mannequin
elle est modèle et puis alors je sais pas si elle a été formée au stylisme et au conseil en image, donc je trouve que ces conseils, ils sont pas d'actualité et c'est beaucoup justement de dogmes, et de lois à suivre et sans comprendre pourquoi et alors que moi justement j'accompagne et je fais pas du makeover, enfin du relooking. Ça, c'est une Ouais. technique spécifique. Je fais vraiment du conseil en image, donc des fois ça peut durer sur 3-4 mois et pour qu'en fait la personne elle s'approprie et elle réfléchisse, elle conscientise ce changement. Et parce que c'est une discussion avec soi-même, hein, son image, on en discutera sûrement hein, dans tout. C'est en toile de Ouais. fond de tout cet épisode, mais ouais, pour appliquer en fait les conseils. Et donc voilà. Et puis en plus, c'est dans un contexte professionnel. Du coup, Ouais. Girafe, ce serait Ouais. plutôt 3-4 ans. Le temps qui conscientise le truc. non, mais T'as déjà d'ailleurs, Elsie, t'as déjà conseillé des pasteurs, on a déjà fait appel à toi pour tes services dans le ministère? Non, alors pas, mais j'y ai réfléchi quand je me suis lancée en tant qu'indépendante. Je me dis, purée, ça a remarché. Franchement, je l'ai dit clairement. Ouais, mais Je sauf dis qu'ils n'ont ça. pas d'argent en fait. Mais c'est Mais pour ça voilà, qu'ils s'habillent comme des sacs. exactement. Je dis c'est mort, C'est c'est ça. pas viable. Mais Par contre, je peux pas attaquer par ce pasteur, en marché-là parce France, que la sinon je mode, vais pas. ouais. Nous, la mode, elle est simple. Hein. C'est ce qui a qui habite, tu vois. Qui habille Quechua. Mais C'est il ça y la a mode. pas besoin Ah ouais, d'acheter c'est super qui cher. habite. Justement, Ouais. mais parce que enfin, ce qui est intéressant, les pasteurs, c'est que vous vous adressez. Et encore, On a pas la tous les contrainte pasteurs. budget, nous. C'est ça qui est drôle. Ouais, mais les budgets justement sont Si différents t'as et pas de contrainte, ça sert à rien. on bosse avec, hein. Et puis Ouais, c'est ça. chaque enseignant est différent, chacun a déjà un contexte culturel d'une ville différente, un auditoire différent selon la famille d'église aussi. Il y a des choses qui vont trop capturer le regard et du coup pas écouter. Donc il y a plein de petits trucs qui pourraient encore plus souligner vraiment la parole en fait en travaillant cette image. C'est pas du tout du style pour du style, vraiment. Ça, c'est ma démarche. La mode, c'est bien plus que du style, c'est bien plus que d'esthétique, en fait. La mode, c'est bien plus que du style. Yes, c'est mon C'est pas slogan. mal. Et alors, qu'est-ce qui fait que toi, personnellement, tu t'es intéressé à la mode? Ben, en fait, je sais pas trop. Enfin, c'est seulement ces dernières années que j'ai capté un peu pourquoi je me suis lancée là-dedans. En fait, mon parcours, c'est que je suis d'une famille chrétienne. Et mon père, avant qu'il soit chrétien, il avait été dans le milieu de la mode. Il avait eu sa marque de jeans et tout. C'était une autre époque. Ah ouais, Et je savais pas ça. ouais, c'était la génération où tu pouvais faire tout ce que tu voulais quand tu voulais, quoi. Claquer Ouais. la porte Ouais. et repartir dans un autre job le lendemain. Enfin bref. Et donc, il connaissait ce milieu, mais il m'a jamais empêché. Par contre, ils ont toujours du coup prié pour moi et ils m'ont toujours accompagnée. Et donc, en fait, je me suis convertie quand j'étais au collège et c'était pris sur dossier, en fait, le bac art appliqué. Je sais même pas si c'est encore ce nom maintenant. Moi, j'ai fait ce bac aussi, moi. Ah ouais, mais voilà, et c'était pris sur dossier à l'époque et il fallait être super fort pour tout et tout. Et j'ai dit, mais Jésus, en tant que chrétienne, si j'ai le droit d'aller dans ce milieu, ben fais que je sois prise. Et, et puis, ben, j'ai été prise et vraiment, c'était pour moi quelque chose déjà de la part de Dieu, vraiment un OK, c'est parti, en tant que chrétien, j'ai le droit d'aller dans le milieu artistique parce qu'à mon époque, enfin, c'était la vôtre aussi, tout ce que je voyais, c'était des flyers, puis je suis du milieu protestant, du coup, au niveau image et esthétique, c'est très austère. Il y a, enfin, voilà, il y a il y a plus de 25 ans, Qu'est-ce que tu as c'était contre la petite fille qui tient son panier dans son champ? C'est quoi et le les problème petits avec chats. Moi, ça? j'aimais bien les petits chats, par contre, Oui, des oui, c'est calendriers. ça. Voilà, et c'était dur en fait, et je me demandais, parce que c'était la notion d'image, de beau, est-ce que j'ai le droit en tant que chrétienne d'aller là-dedans? J'avais jamais vu de chrétiens dans ce milieu. J'avais beaucoup d'amis de mes parents dans la musique, par contre, ça c'était cool, c'était accepté. Mais milieu de la mode, non. Et puis en fait, petit à petit, j'ai découvert, des personnes que peut-être que vous connaissez, mais Jean Schott, par exemple, de Magestar. Enfin, Bien sûr. Magestar est né pendant mes études et du coup, j'ai suivi un peu
euh, le truc. Et puis, ça m'a trop encouragée, mais personne du milieu de la mode. Et en fait, mais j'ai toujours été encouragée. Et en fait, même après mon BTS, j'ai fait un bac à appliqué, ensuite un bac pro métier de la mode. Ah oui, en un an. Je suis revenue un peu en arrière pour me dire, avant de conceptualiser un vêtement, comment ça se fabrique et tout ça. Donc, j'ai vraiment eu un parcours sur mesure. Le rectorat de Lyon, ils m'ont fait faire une année sur mesure, que de l'atelier. Je me suis retrouvée en stage chez Hermès à Paris, dans l'atelier prototypage, enfin, des trucs de dingue. Et puis après, j'ai fait mon BTS design de mode, donc styliste modéliste. Mais je me suis retrouvée vraiment, vraiment toute seule face à beaucoup de questions dans le milieu artistique. Quand j'ai fait les premières séances de nu, par exemple, je dessinais. Je dis OK, j'en vais en parler à mes parents et tout. Puis j'ai prié, puis j'ai dit comment gérer ça. Parce que tout élève dans le milieu artistique, tu dois avoir du dessin et du nu, en fait, pour postuler aux études supérieures. Mathieu, tu as dû passer par là aussi. J'ai même posé. Non. Ouais. Non, mais. Ils ont fermé l'école. Et nous, justement, il y a eu un petit souci. Justement, il n'y avait pas eu d'hommes. On n'avait pas le droit aux hommes. Parce qu'il y avait eu des petits soucis avant. Mais ouais, et du coup, et en fait, justement, pour ces premières séances de nu ou de dessin, c'est là où j'ai découvert, vraiment, ça a été des séances où j'ai pu louer Dieu. Enfin, en fait, j'ai vu la beauté d'un corps. Et j'ai pu le voir non pas comme un objet de désir, un objet à sexualiser, mais un objet magnifique. Comme quand, tu vois, les ingénieurs, ils sont fous devant le mécanisme et les roues et tous ces trucs. Moi, je voyais la main, je voyais le corps, les mouvements et tout ça, et je voyais mais le meilleur design du monde, quoi. Et, et le design, c'est justement la fonction et l'esthétique en totale harmonie, et c'était magnifique. Et donc, ça m'a trop boosté, et donc j'ai continué là-dedans, en fait, et je me suis posé pas mal de questions. J'étais un peu toute seule dans ma foi, dans ce milieu-là, donc face à la nudité, face à toutes ces questions de le non-genré. Maintenant, c'est normal, tu vois, c'est très populaire maintenant, mais avant, c'était très dans le milieu de la mode, toutes ces questions-là. Donc c'était un peu dur, mais ces dernières années, justement, je me suis pas mal. Ouais, j'ai réalisé en fait on parlait de l'humain. Tu vois, on regarde un corps, on parle de l'homme, de l'être humain, de la femme, du corps, de comment il est formé. Quand on parle du vêtement, on parle de l'être humain. On parle de sa façon d'être, de sa façon de faire. La mode, c'est la façon, justement. Du coup, voilà, ces derniers temps, j'ai enfin trouvé la raison pour laquelle j'étais dans ce milieu. Parce qu'on parle de l'être humain, on parle de nous, de notre image, on parle de Dieu, on parle de l'autre. Et voilà. Tu dirais, ça fait combien de temps Enfin, tu dirais qu'il t'a fallu combien de temps entre le moment où tu as commencé tes études et le moment où tu t'es dit, OK, ça y est, je sais pourquoi je fais ce que je fais, même pas de façon définitive, mais de manière un peu plus claire au moins. Je pense que ça fait seulement 3 ans. Et j'ai fini mes études il y a 7 ans. 5 ans, pardon. OK, donc en tout, un 10 ans, quoi, un petit 10 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK, C'est donc ça. ça, c'est pourquoi je te demande ça, je trouve ça intéressant. Moi, c'est un peu la même chose. Et je trouve ça intéressant d'encourager aussi les frères et sœurs qui sont dans ce milieu. Ça prend du temps avant de savoir aussi, là où on veut aller, quoi. Tellement, tellement. J'ai fait même une année off, hein. J'étais AVS, donc auxiliaire de vie scolaire, après ma spécialisation de conseil en images sur Lyon. Je me suis retrouvée avec une lycéenne de 16 ans à accompagner. Elle était malvoyante et autiste Asperger, donc mon boulot, c'était juste elle était dans le tertiaire en plus. Et du coup, je devais l'accompagner, et je disais, mais Jésus, déjà, qu'est-ce que je fais là? Et puis, ça m'a beaucoup questionnée justement sur le vêtement.
Et je me suis dit: «Est-ce que c'est superficiel, en fait, le vêtement? Est-ce que la mode? Pourquoi, en fait, j'ai fait ce genre d'études?» Et quand je me suis retrouvée face à elles et face à eux, parce qu'en fait, après, j'étais dans un lycée, une école spécialisée pour, personnes malvoyantes, j'ai vu combien le vêtement, en fait, influençait l'interaction sociale, combien ça pouvait, valoriser ou dévaloriser des personnes. Et puis eux, ben, qui jugent pas justement sur l'image, puisque le regard et la vue n'est pas leur premier filtre, on va dire. Et ben, comprenaient pas pourquoi ils n'étaient pas acceptés dans certains secteurs et tout ça. Et donc ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup nourri sur le vêtement. Donc même des fois les gros virages, bah, ça nourrit. Je pense que vous avez eu aussi ça dans vos parcours, hein. Ouais. Mhm. Excellent. Et alors, peut-être une première question pour toi, pour rentrer vraiment dans le sujet et pour nous, chrétiens. Tu as dit que tu étais un petit peu toute seule. J'imagine qu'il y a aussi un préjugé important dans le sens où la mode, c'est la mondanité, c'est la superficialité, etc. Tu vois, exprimée. Et c'est vrai qu'on a une image des chrétiens un peu austère ou très... alors austère peut-être du côté dans notre branche à nous, ou si on regarde du côté de la tradition catholique, peut-être un peu conservatrice, réac, tu vois, tu sais, très chemise. Tu sais, c'était quoi le film là, où tu as la famille Groseille et, La vie un n'est vieux pas un long classique là. fleuve tranquille. Oui, voilà. Tu vois, avec la famille catho très traditionnelle, la petite fille avec le serre-tête, la petite jupe à carreaux, etc. Ah, mais il y en a encore, hein. J'en vois dans le deuxième. Oui, il y en a encore, oui, tout à fait, tout à fait. Mais selon toi, pourquoi est-ce que le chrétien devrait s'intéresser à la mode? Est-ce qu'il faut le faire et pourquoi? Bah, carrément. En fait, déjà, il faut savoir, la mode, qu'est-ce que c'est? Enfin, bon, c'est le sujet de mon podcast aussi, si vous voulez, voir, et ça s'appelle «Qu'est-ce que la mode?» C'est pas une Ouais, on question va que le je mettre, pourrais on va répondre le comme mettre ça. en lien, ouais. Ouais. Ah cool. Mais, bah, c'est parce que, en fait, la mode, du coup, comme je disais tout à l'heure, c'est la façon d'être et la façon de faire. Et donc c'est pas juste le contenant, mais ça participe au contenu aussi, en fait, le 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 ouais, l'enveloppe. Et du coup, pourquoi on devrait, en tant que chrétien, s'intéresser à la mode? Parce que, bah, du coup, c'est biblique. Enfin, c'est l'image d'eux. Heu et je sais pas si vous avez entendu, voilà, enfin, vous qui êtes, dans ce milieu, la notion de sicut Deus et imago Dei. Il y a une différence, être à l'image de Dieu et être comme Dieu. Hem et c'est là où, enfin, et c'est super intéressant, cette notion d'image. Et la mode, enfin, c'est purement ça. On parle justement d'image et non pas de superficialité dans le sens, hem, vanité, mais vraiment, reflet, en fait. Mmh. La mode, Est-ce que tu dirais, Elsie, D'accord. qu'il y a une méprise quand on parle mode? Peut-être on pense plus à la haute couture, parce que tu vois, on pense mode, défilé de mode, en fait, on pense haute couture. Mais si mmh, tu devais définir la mode, en fait, comment tu la définirais de manière un peu pratique, simple, tu vois? ouais. Hem, Bah, la mode, justement, c'est la façon d'être, la façon de faire. Je reviens toujours, sur cette notion de façon, de façonner, fabriquer. Et c'est pas justement que la haute couture et tout ça. En fait, le problème, c'est qu'on croit que c'est superficiel parce qu'on sait pas ce que c'est, justement. On se pose pas la question. Même ceux qui sont dans la mode, on prend pas le temps de se questionner là-dessus. Donc je comprends que les chrétiens se posent pas cette question, parce que même ceux qui sont du secteur, ils le font pas, en fait. Et Mmh. donc en fait, après, en tant que chrétien, j'irai même plus loin, c'est que la mode, en quelque sorte, je vais faire un gros, raccourci, mais c'est un peu pour troubler, mais c'est biblique, en fait. Elle est partout. Elle est de la Genèse à l'Apocalypse, en fait. Je sais pas si ça résonne en Ouais, vous? on va en parler tout à l'heure, justement dans la Bible.
Et ça, c'est Mais super intéressant. Mais ouais. par Mais exemple, tu vois, de manière un donc, peu... en fait, non mais Matt, Vas-y, Raph, c'est excuse-moi, ton je te coupe, podcast, c'est ton c'est mon podcast. podcast. Oui, voilà, mais on est. Et en fait, est-ce que, en fait, j'ai l'impression que tu fais la distinction entre la mode. Toi, tu nous parles vraiment de la mode, alors que nous, quand on entend la mode, on pense aux modes. Les modes, en gros, les tendances Ouais. simplement qui passent comme ça. Et toi, en fait, tu es dans quelque chose de plus fondamental, quoi. Bah, en fait, il y a plein. Ce mot, il a malheureusement et heureusement, enfin, il est très riche. Parce que quand on parle de la mode, selon le Hmm. contexte, ça peut être l'industrie de la mode aussi, Ouais. qui est Ouais. donc une économie qui peut être politique, politisée, qui est Ouais. très contextualisée, qui est Hmm. environnementale. Enfin, vraiment, enfin, elle est vraiment partout enfin, dans cette notion d'industrie de la mode. Et puis après, justement, il y a dans ce quotidien-là, il y a la mode tendance, oui, de la façon d'être de 2020. C'était pas du tout comme on Ouais. était en 2010, même il y a 5 ans Ouais, encore. c'est ça. Ça dépend qui regarde. C'est ça. Non, mais même nous, au-delà de notre En vrai, j'ai un caractère et tout t-shirt, ça. il date de 2005, je pense, Ça, aujourd'hui. c'est durable. Non, mais t'inquiète, t'es in. C'est la mode durable. Voilà, c'est ça. Voilà, C'est- exactement, exactement. La mode, c'est comme une horloge cassée, tu vois. Ça revient au moins Voilà. juste 2 fois dans la journée. Exactement, exactement. Ouais. Vas-y, Est-ce que tu excuse-moi, on t'a penses... coupé. Tu voulais Ouais, poursuivre. non, je rebondis, moi. Je suis passé par là, je repasse par là. Vas-y. Je reviens sur ta question là, sur le fait que les chrétiens devraient s'intéresser à la mode. Euh, En vrai, je pense que c'est une fausse question dans le sens où on est tenu de réfléchir à la mode. C'est-à-dire que euh, même avec un budget limité, Mm. si on prend cet exemple-là, on a quand même le choix en fait de savoir où on va s'habiller. Exact. Est-ce que toi, toi qui es une spécialiste, une professionnelle du secteur, est-ce que tu as des conseils pour ceux qui voudraient justement réfléchir mieux à comment s'habiller? Et encore une fois, pas pour avoir du style seulement, mais aussi de notre manière de considérer la mode en tant que chrétien. Est-ce que toi, tu as des repères pratiques où tu te dis, Ouais, ah, des c'est grands principes, quoi. voilà, Ouais. un bon point de départ. Il y a 2-3 principes à réfléchir là-dedans. Qu'est-ce que tu Ouais. dirais? Bah, si on considère la mode comme du coup, si on lui donne la définition d'habillement, premier point et changement de perspective, c'est de voir le vêtement comme un investissement. En fait, le vêtement, on l'utilise, on s'habille tous les jours avec, on porte au plus proche de nous. Donc sur notre corps, ces tissus, ces matières et tout ça. Et puis du coup, on en achète plusieurs fois par an. Et donc, ce que je dis souvent, c'est voilà, c'est que faut voir l'acte d'achat, non pas comme je vais posséder quelque chose, mais comme un investissement en quelque chose. Donc dans un vêtement, mais aussi dans les marques aussi. Et où est-ce que j'achète même si c'est 5 euros, 3 euros ou 150, 200, 300, selon nos produits et nos budgets. Voilà, en fait, cet argent, il va nourrir une économie derrière et du coup, c'est de le voir comme un investissement. Et ça change de la donne, ça change la perspective parce que du coup, ça ouvre la curiosité, on se questionne. En fait, ce vêtement, il appartient à enfin, il représente quoi? Il soutient quoi? C'est qui cette marque? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle a des engagements? Et puis en fait, du coup, on discute avec nous-mêmes sur nos valeurs personnelles en disant, s'il y en a qui sont genre pro écolo, je pense à Grenoble qui est à fond, qui a beaucoup, beaucoup de démarches dans la ville et tout ça sur ce secteur. Ben, voilà, je peux dans ce vêtement, dans cette pièce, je peux aussi en fait faire traduire cet engagement. Ouais. Je sais pas si ça répond, c'est un premier. Ok, première piste, est-ce que tu en aurais Ouais. d'autres? Et par rapport peut-être, alors ça, je trouve ça intéressant parce que justement,
euh, ça dépasse la question de la consommation. Mm. C'est lié, tu nous ramènes directement aux valeurs, mais aussi à l'économie, au budget. Politique, hein. Et, C'est très et politique là, aussi. ouais, on s'inscrit vraiment dans notre société. C'est Euh, militant. Ouais. Mm. Mm. au niveau de ce que le vêtement dit, parce qu'en fait, le vêtement dit quelque chose, c'est nous qui disons avec le vêtement. Est-ce que là, tu as aussi des pistes, toi, qui t'aident, ou même toi, tu vois, pas forcément des conseils où tu dis, ah, j'ai réfléchi à ce que je devrais dire aux gens, mais qu'est-ce que toi, tu te dis en fait quand tu choisis un vêtement? Euh, j'ai pas envie qu'il me... Si on pense négatif, c'est que j'ai pas envie qu'il me contraigne et qu'il me coupe ma communication avec les autres, qu'il m'influence négativement mon interaction avec les autres. C'est-à-dire que je vais tout faire pour euh, que, en utilisant les termes chrétiens, que ce vêtement ne soit pas une pierre d'achoppement pour ma conversation. Pas pour... Hmm. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu l'idée. Ouais, vas-y, donne des exemples peut-être. Eh ben, je vais parler très concret, pas du tout dans le sens désir et tous ces trucs, mais plutôt, bah voilà, j'ai un caractère et une prestance parce que je suis grande, je suis 1,75 m, voilà, donc, et j'ai une voix qui porte, j'ai un rire voilà, qui s'entend, et j'ai un caractère déjà très, très, très visible. Malheureusement et heureusement. Et en fait, si je suis en plus extravagante dans mon esthétique, mais alors je vais faire fuir enfin, la majorité des gens qui vont m'entourer. Parce qu'en fait, Mm. je vais être trop, trop lourde, trop... Enfin, c'est le cas de le dire. Trop imposant, en Ouais, tu fait. captes l'attention. Ouais. Mm. C'est ça. Et en fait, ça va déséquilibrer une communication qui pourrait se faire plus collectivement, plus ensemble, et encourager l'écoute des uns des autres et l'interaction. Après, ça, c'est mon caractère. Je suis très dans le collectif et tout ça. Donc, ça fait partie de... J'ai appris à me connaître. J'apprends à me connaître tous les jours. Je sais que facilement, je prends la parole, facilement, j'interagis et tout ça. Donc, euh, en fait, vestimentairement, et ça me va, je suis plutôt neutre. Euh, il y en a, enfin, j'aime beaucoup le gris, j'aime beaucoup le côté minimaliste et tout ça, mais ça me suffit en fait, parce que ça se complète. Mais si tu mets l'esthétique vestimentaire sur quelqu'un de ultra introverti, timide et tout ça, bah en fait, ça va l'effacer totalement du paysage, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Ouais, il faut faire en accord avec qui on est, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, apprendre à s'écouter et, et que, en fait, bah, le vêtement, c'est un élément de notre image, en fait. Notre son de notre voix, notre façon de nous tenir, tout, il y a plein, plein d'autres éléments, en fait, dans notre image. Le vêtement, il en fait partie. Il fait Mhm. pas tout, mais ouais. Trop bien. Je sais pas si vous, ça fait résonner à des expériences peut-être personnelles là-dessus. Non, mais Ouais, moi, je trouve que ce que tu dis est pertinent par rapport au fait, enfin, où les gens voient, souvent on pense avant tout comme un critère de vêtement, comment se mettre soi en valeur, avant tout, ou attirer plus Mm. tu vois, le regard, c'est ce qu'on entend beaucoup, et c'est ce qui est encouragé. Mais là, toi, ce que tu dis, c'est que tu veux prendre en compte, tu me dis, hein, si je traduis bien ta pensée, en Ouais. gros, tu veux que ta façon de t'habiller serve au mieux la qualité des relations que tu vas avoir avec les autres. Donc, en Ouais. gros, tu t'habilles en fonction de presque, j'allais dire, de ta mission, de la façon dont tu veux servir les autres pour que ta façon de t'habiller communique quelque chose de positif et ne soit pas un obstacle à cette communication-là. Et je trouve que qu'en fait que c'est beau, et que ça souligne vraiment quelque chose qui a un regard
qui doit être le nôtre, qui est avant tout pas centré sur nous-mêmes, même si bien sûr tout le monde se pose la question de à quoi il ressemble et veut plaire, c'est inévitable, Mm. c'est normal, mais que ce soit pas aux dépens de l'autre, et que ce qui va gouverner tes choix dans ta façon après de t'habiller, etc., ça va être juste de pouvoir, tu vas t'habiller en fonction des choses que tu dois faire ou des bonnes œuvres que tu dois accomplir pour les autres, quoi. Ça, je trouve Ouais. que c'est beau. Est-ce que je veux être aussi, enfin, dans ce milieu-là, selon le contexte social, professionnel, avec qui je suis, il y a des codes différents. Donc, qui je suis là, euh, C'est ça. ça, C'est typiquement, si tu es invité à. Tu te dis, voilà, moi je veux être très simple, très. Voilà, moi en gros, je suis le gars de tous les jours, je vais être juste habillé avec mon survêt et tranquille, et que tu vas à un mariage comme ça, par exemple, Mm. tu vas communiquer quelque chose de négatif parce que tu vas pas honorer, tu t'habilles bien pour honorer le jour de fête, ce que ça présente pour les autres. c'est ça. Et dans ce cas-là, concrètement, ta soi-disant simplicité, ben, c'est un refus, c'est quelque chose de très égoïste et c'est un refus de s'adapter aux autres et de pouvoir les servir et les honorer. Ouais, bah, sur ce coup, bah, tu te respectes toi parce que tu sais que toi, tu t'aimes trop être dans avec cette tenue et tout Ouais. ça. Par contre, il y a un total déséquilibre et il n'y a pas du tout d'attention et d'amour envers l'autre parce que du coup, l'autre, il t'invite Mm. à un événement qui, là, tu as donné l'exemple du mariage, par exemple. Et, et bah, il y a des codes différents culturels déjà, Ouais, mais c'est ces ça. codes-là, ils sont là en fait pour c'est par ces codes qu'on se sent honoré ou pas en fait. Tu mets du blanc en Europe en tant qu'invité, ben bon, c'est de plus en plus accepté, mais la mariée, elle peut mal le prendre en fait. Mm. Ou bien, enfin, c'est comme si bah, tu voulais attirer toi l'attention, alors qu'en fait, nous, on est là, les invités, en tout cas dans le contexte du mariage, pour vraiment, mais honorer tout, Mm. enfin, ce couple, quoi. Ouais. Ouais, le couple, ouais, tout à fait. Tout à Et fait. ça me fait penser à Euh, un paradoxe qu'on a. J'ai l'impression qu'il y a un double discours chez les chrétiens, un truc qui a jamais vraiment été réglé. C'est un truc un peu cliché des habits du dimanche. Yes. Tu vois, où d'un côté on va dire ah mais c'est trop important de bien s'habiller pour Dieu et de bien s'habiller aussi pour les autres dans l'église. C'est un moyen de montrer son respect, de montrer sa révérence, etc. Et puis d'un autre côté, l'idée de ouais, mais on s'habille comme on veut finalement parce que ce qui compte, c'est le cœur. Et puis Dieu, il fait pas attention à nos habits. Et puis tout ça, c'est superficiel. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment aussi derrière ce truc-là de on lutte en tant que chrétien avec la question de l'apparence parce que on a cette espèce de moto pris hors contexte de Dieu qui regarde au cœur et pas à l'apparence. Et, Ouais. et comment toi, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui fait partie de ta vocation ou qui devrait faire partie de la vocation de d'autres personnes, mais que quelqu'un devrait avoir cette vocation de d'éduquer les gens à l'image ou à la mode considérée le Mm. vêtement. Je dis ça, alors je prends cet exemple, mais tu m'as partagé aussi quand on préparait l'émission. Je peux le dire, ça nous arrive pas souvent de préparer l'émission, mais là on l'a préparée alors. Ça fait plaisir de le dire. C'est tellement pas crédible. On n'y croit tellement pas. Mais c'est vrai, c'est vrai. Non, non, Euh, si, on a bien discuté à la préparation. tu me disais, que toi tu connaissais des gens qui avaient, qui avaient du mal parce qu'ils avaient un certain style qui était pertinent par rapport à leur milieu, mais qui était un peu déconnecté de certaines personnes, tu vois, chez les chrétiens. Et du coup, Mm. les chrétiens ne comprenaient pas du tout, et même il y avait une espèce de rejet de ça. Voilà, ça c'est une grosse question, j'ai mélangé plein de Ouais. trucs, mais Ouais, parce qu'il y a je plein de choses. t'écoute. Parce que ça dépend vraiment déjà du milieu chrétien dans lequel on a grandi. Tout à fait. Genre, enfin, il y a des familles d'église, des familles chrétiens où justement
tu peux pas mal t'habiller en fait en allant à l'église ou quoi. Je pense qu'il y a même des continents entiers où je pense à l'Afrique, tu peux pas en tant qu'homme aller, enfin si t'es pas costume cravate. Et d'ailleurs d'où ça sort, c'est pas du tout culturel. Enfin c'est nous qui l'avons ramené d'Europe ce costume. Et je sais qu'il y a, enfin bref, du coup, selon le contexte d'église, il y a des, ouais, je vais le dire, hein, des dogmes différents, il y a des codes vestimentaires Ouais, vraiment. des codes, ouais, Hem, tout à fait. des quoi? Oui, des codes, Ouais, des règles c'est ça. non écrites, mais qui sont Ouais. bel et bien là. C'est ça, c'est dans l'inconscient collectif, et inconscient collectif, du chrétien. Et l'idée, c'est justement d'être, dans la mesure, en fait, tu parlais de ces 2 extrêmes, donc il y a des familles qui sont vraiment, familles d'église, qui sont, bah, voilà, faut que tu t'habilles super bien, puis il y en a d'autres où c'est, bah, en fait, on s'en fout, c'est le cœur. Et ça, pour moi, ça révèle, en fait, notre théologie. On s'habille comme on croit en Dieu Mmh. aussi. On s'habille comme on connaît Dieu. Et et moi, je suis pour les 2, mais sauf que c'est 2 extrêmes qui créent et qui provoquent par contre des règles, des lois. Et du coup, on n'est plus sous la loi normalement. Heu et heu et moi, enfin, par exemple, dans ma culture familiale, si, mon père, c'était un esthète, mon papa, il aimait trop bien s'habiller et tout ça. Hem Et il nous a toujours dit, heu: «Ben, on va à l'église, on s'habille bien», et on avait les habits du dimanche, vraiment. Et les habits de la semaine. Après, j'habitais en campagne, c'était bien. C'était aussi, question budget aussi, c'était pratique parce que sinon on détruisait tout en 2 secondes. Mais, et en fait, j'ai appris aussi à, développer mon goût, mon esthétique, à aimer m'habiller aussi, hem et j'ai appris par cette démarche-là à respecter Dieu, dans mon corps et dans ma façon dont mon corps se tient. Pas seulement physiquement en me mettant à genoux, en levant les mains ou en frappant des mains pardon, mais aussi par mon vêtement. Et mais ça me choquera pas, j enfin cette démarche-là, elle a pas à être une loi, une règle parce qu'on doit, et c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, mais de pouvoir accueillir n'importe qui. Et il y a des personnes qui ne sont pas dans la possibilité d'avoir, des vêtements différents de la semaine ou quoi, et d'où, après la générosité de l'Église et de participer à honorer, tous les membres de notre Église en leur donnant, la possibilité aussi d'avoir des vêtements, décents, et en même temps s'habiller, plus light. Hem, ben, ça permet aussi d'être, plus ancré dans notre actualité, dans notre monde d'aujourd'hui. Hem Après, c'est une culture, hein, mais je sais Mmh. que je prends les exemples familiaux, ceux qui sont le plus proches de moi, hein, mais mon frère est pasteur, heu, d'être habillé comme il est habillé tous les jours avec sa casquette, et tout ça, enfin, et même encore là, il a développé tout un style, assez, sympa. Hem, En fait, les gens se sentaient honorés et en même temps, ils se disaient pas: «Ah, ce mec, il est pasteur, il est loin» ou bien «Il est hors du monde». Parce qu'en fait, le vêtement, il nous ancre dans notre actualité, en fait. Je sais pas si Ouais. je me fais comprendre? Et Oui, oui, tout à fait. ouais, et du coup, quand tu es dans le ça veut pas dire qu'il faut suivre tout le temps toutes les tendances et être, du coup, devenir esclave des tendances. Esclave de: «Aujourd'hui, en ce moment, c'est cette couleur, il faut que tu portes absolument cette couleur» ou c'est ce style». Mais, heu, mais juste être à l'écoute, en fait, et le vêtement, il Mmh. fait partie justement de l'interaction, qui va inviter ou non les gens. Tu peux vraiment, couper, par le vêtement, Ouais, l'interaction. Les gens vont pas oser venir, te voir et discuter ouais. avec toi, ou des fois tu peux paraître trop cool en disant: «Mais attends, tu vraiment, une chrétienne ou un chrétien toi? Purée, bah, il est bizarre ton Dieu parce que vraiment, enfin,
j'ai pas l'impression que tu te respectes ou tu vois, parce que tu t'habilles super mal et tout. Ça peut vraiment être aller loin en fait non mais c'est vrai. Et puis T'as vraiment un style pourri, je peux pas croire que tu crois en Dieu. non, mais voilà, et il y a des Mon Dieu, il est non-chrétiens, pourri, vraiment, alors. ça fait partie. Hein. Alors, On est moi vraiment le j'ai miroir. une anecdote. J'ai une anecdote, Elsie. C'est on était en vacances avec Marion. Et Marion discute avec une autre maman dans la piscine. Et elle me voyait au loin, où je ne sais pas ce que je faisais, moi, voilà. Et Marion, elle dit, bah voilà, là-bas, c'est mon mari, tout ça. Et elle dit, bon, il fait quoi dans la vie? Elle lui dit, il est pasteur. Et, et la femme, elle a dit, mais il est pasteur. Elle dit, mais elle n'y croyait pas, quoi. Mais ça arrive très souvent. Elle n'y croyait pas du tout. Elle me dit, mais il a vraiment pas du tout une tête de pasteur. Elle a dit, excuse-moi, on le prend pas mal, mais ton mari, on dirait que c'est un prisonnier qui sort d'une prison turque. Tu sais, j'avais la barbe qui avait un peu négligée, tu vois, avec mon crâne rasé et tout ça. Et j'ai l'impression d'être j'ai une tête de tolard, quoi, tu vois. Et bon, j'étais en vacances, donc tu vois, ça passe. Ça passe. Mais oui, non, Mais mais du coup, alors, ouais, moi, ça joue avec les inconscients. j'ai une. Alors oui, et tu as raison dans le sens où je pense qu'il y a un équilibre à trouver, ou trouver la juste façon de s'habiller. C'est vrai que moi, enfin, tu vois, à titre perso, je suis toute la semaine en jean basket parce que pour voir, quand je rencontre des membres de l'Église, bah, on se connaît, tu vois, et on a une culture où on est très, voilà, c'est très fraternel, on est entre Ouais. potes, quoi. Tu vois, il n'y a aucune différence si je vois un membre de l'église que si je vois un de mes voisins ou tu vois, ou voilà, c'est cool. Mais le dimanche, comme je sais que c'est un moment un peu officiel où il y a des gens de l'extérieur, où des gens font l'effort et il y a cette culture-là quand même de faire l'effort, bah, je le fais aussi, tu vois, je mets une chemise pour que ça passe, quoi, tu vois, parce que je sais que c'est Mm. attendu et s'il fallait que je mette. Et d'ailleurs, à chaque fois que je suis invité dans une église pour prêcher, je demande toujours avant quel est le dress code un petit peu des prédicateurs pour pas arriver soit surhabillé et ils vont se dire mais attends, celui-là il se prend pour qui, il arrive, il se la pète, tout ça, ou inversement qu'on te prenne pour le gars hyper négligent qui est pas du tout en phase, enfin voilà, qui respecte pas et qui honore pas ceux qui l'ont invité, quoi. Ça, c'est une super bonne Euh, démarche parce que du coup, tu te mets à l'écoute voilà, des codes de cette communauté et pour qu'en fait, le vêtement, la tenue, ton allure ne soit pas, ne vienne pas, déconcentrer, l'écoute, mais vienne soutenir en fait, justement. ouais, ouais, ouais. Et alors j'ai une question, moi, un peu. Tu vois, il y a, alors là, je me mets dans la peau du parent. Souvent, les parents, quand ils ont leurs enfants qui arrivent à l'adolescence, ils les voient ça arrive souvent, quoi, se jeter dans la mode du moment. Alors, il y a des trucs, c'est juste un peu, voilà, tu vois, c'est juste une mode, mais il y a rien qui peut causer forcément de soucis. Mais il y a d'autres modes qui sont, ou des façons de s'habiller qui vont causer beaucoup plus de problèmes aux parents, notamment, je ne sais pas, tout ce qui relève, et je pense surtout aussi chez les filles, peut-être aussi chez les gars, j'ai un peu plus de mal à voir, mais tu vois, avec des vêtements très courts. Tu vois, il y avait eu toute une polémique là au début de Donc le l'année crop top, ouais. scolaire avec, comment tu dis? Le crop top. Croc top? Crop Crop Le top, top. crop, ouais, voilà. crop. Donc, crop, voilà. Voilà, le crop top. Et du coup, je sais que ça avait fait un gros débat et que même tu vois, comment les parents peuvent conseiller leurs enfants avec ce souci, et on le comprend, de dire il ne faut pas te mettre en. Justement, la mode d'il y a 20 ans n'est pas forcément synonyme de mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Maintenant, comment concilier les demandes de Dieu qui sont claires pour nous, de ce qu'il veut pour l'homme, c'est-à-dire de la décence, de la modestie, du respect de l'autre, Mm. etc.,
et en même temps, la tentation de faire comme tout le monde ou sans limite, parce que, et sans tomber, excuse-moi, ma question est longue, mais sans tomber dans le truc de dire, bah, attends, tant de centimètres, tu vois, ta jupe, elle doit faire tant de centimètres, elle ne doit pas dépasser, si c'est au niveau de du pli du genou ou en dessous du pli du genou, ou au-dessus. Enfin, tu vois, comment tu conseilles euh, la Ben, vertu dans... ouais. Bah, dans le contexte familial, ce qui est cool, c'est que normalement, on est encouragé à pouvoir converser entre parents et Mm. enfants. Je dis pas que c'est facile. euh, Ça dépend des caractères et des enfants. Et je sais que, enfin, Ouais. rien que moi, entre mon frère et moi, c'était complètement différent, la conversation avec nos parents. Mais, euh, et en fait, ce contexte-là, le contexte, et si c'est pas la famille, ben, par exemple, les groupes de jeunes peuvent être un lieu sécure. En fait, il faut un contexte où on peut en discuter, où on se sent en sécurité pour pouvoir se poser la question euh, sur notre intention, les raisons pour lesquelles on s'habille comme ça. En fait, il y a toujours une raison Mm. derrière. C'est jamais inconscient, en fait, la manière dont on s'habille, quand on se pose, quand on ose se poser la question, il y a toujours quelque chose, en fait. Il y a toujours une raison. C'est pas une raison Ouais. dans le sens raisonnable, enfin, intellect. Euh, et, euh, et en fait, le crop top, au départ, c'est rien du tout, si je reviens sur cet exemple. Mais c'est devenu un truc énorme parce qu'en fait, on l'a dit que c'était l'anti-patriarcat, c'était anti-politique. De toute façon, tous ces politiques, c'est que des hommes, des vieux, et qui ont plus de 60 ans, qui savent pas regarder une femme sans la rendre objet sexuel, enfin sexualisé. Et, euh, et du coup, en fait, le côté un peu révolutionnaire et ultra engagé, insouciant, parfois un peu naïf, Mm. de cette génération-là, ben, elle s'est engouffrée là-dedans et elle a totalement aussi oublié que, en fait, c'est une conversation qu'il faut créer et, et en affirmant et en assumant uniquement le crop top, eh ben, il n'y a pas eu de conversation. Ça a été moi oui, moi non. Et on a, du coup, en fait, le débat, entre guillemets, ne s'est jamais fait on a arrêté de le médiatiser parce qu'en fait, le côté buzz est passé et voilà. Et on a tué le truc, quoi. Mm. Mais c'est assez révélateur parce qu'en fait, on n'a pas questionné l'intention qu'il y avait derrière. C'est que, voilà, il y avait des raisons politiques, il y avait des raisons aussi de se sentir, de vouloir appartenir à ce groupe, par exemple, de femmes, par exemple, par rapport au féminisme et tout ça, que ça révélait. Euh, il y avait plein d'intentions, en fait. Il y a plein de, 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 de raisons qui peuvent t'amener à, enfin, pas vous, peut-être, c'est pas le style en ce moment, mais de porter un crop top. Oh, si, il y Euh, a plein de raisons qui peuvent pousser Raph à porter un crop top. Oh là là. Il y aurait beaucoup de défis Rocky, du coup suite à cet Rocky, épisode. je crois que c'est dans Rocky 1 ou 2 où il porte un t-shirt comme ça. Yes. Bah, c'était le style. Et C'était je quoi, ne années comprenais pas. 80? 80? 80, années 80, ouais. Ouais, Ah normal. ouais. La culture du corps et tout ça, le Ouais, c'est dur. culturisme et tout, il fallait montrer, hein. Ouais, c'est ça. C'est Mais ça. ouais, donc voilà, en fait, par rapport si je reviens à ta question, le fondement, c'est pouvoir discuter de l'intention, la raison pour laquelle Ouais. je m'habille comme ça ou je voudrais m'habiller comme ça. Mm. Et il y en a plein. L'objet est le même. C'est par exemple une paire de chaussures, c'est une couleur, c'est une pièce. L'objet peut être le même pour 10 personnes, mais il y a 10 intentions complètement différentes. Et pour pouvoir en discuter, Mm. il faut un lieu sécure. Et moi, je le vois avec mes clients en conseil en image, je fais de l'individuel et c'est ça. En fait, tu discutes parce que les gens se sentent en sécurité. Ben, ils disent des choses qu'ils découvrent même sur eux-mêmes, en fait. Voilà, je sais pas si ça t'aide. Mm. Oui, oui, oui. Oui, en gros, c'est questionner enfin, dialoguer avec les enfants quand tu es en tant que parent ou entre frères et sœurs ou en tant que responsable dans l'église avec la jeunesse et tout ça, et interroger un petit peu
les intentions, quoi. Ouais, c'est Qu'est-ce qui ça. motive à s'habiller comme ça? Qu'est-ce qui va influencer ta garde-robe, ta façon de qu'est-ce que tu veux communiquer? Pourquoi ça te séduit de t'habiller comme ça? Qu'est-ce que tu cherches à provoquer chez l'autre, etc., Ouais. quoi. Mais tout ce Ouais. questionnement, tu peux l'avoir aussi pour les adultes, hein. Oui, bah, bien entendu. Ah oui, on est Ouais. alors, complètement d'accord. Et c'est triste des fois. Alors moi, tu vois, je suis reconnaissant. On a des sœurs dans l'église qui sont, moi j'admire ça, qui ont trouvé le juste équilibre où tu as des jeunes, par exemple des jeunes filles, tu vois, qui se convertissent ou qui arrivent, des étudiantes à Grenoble, tu vois, et qui Ouais. parfois n'ont pas reçu, tu vois, jamais été conseillées, jamais été ou sensibilisées à ce que la façon dont tu t'habillais pouvait renvoyer chez l'autre. Ou alors, je ne sais pas s'il y a de la naïveté ou s'il y a un cœur partagé derrière. Enfin, voilà, ça appartient à Dieu, Ouais. mais chez ces jeunes femmes, tu vois, dans leur façon de s'habiller. Mais des trucs vraiment où elles arrivent avec des tenues, ouais, pour le coup, euh, c'est Surprenant. chaud, quoi, tu vois. C'est surprenant, ouais. Voilà, c'est hyper, hyper sexy, tu vois, hyper gros décolleté, mini-jupe et tout, tu vois. Enfin, et c'est pas qu'une question parce que tu es à l'église, c'est même pour tous les jours, quoi, tu vois, que ça interroge. Et on a des sœurs qui, sans être dans une forme de légalisme ou dans du jugement, tu vois, ont à cœur de aussi transmettre. Et c'est biblique, hein, Tite le dit, hein, que les femmes aînées doivent Ouais. transmettre aux plus jeunes aussi, et leur apprendre à être chastes, entre autres, et donc qui ont à cœur aussi non pas juste de juger et condamner et de rejeter, mais vraiment au contraire d'accueillir et d'aider ces jeunes filles à les éduquer et aiguiser leur regard, et leur faire comprendre, prendre conscience aussi parfois de ce que renvoie leur façon de s'habiller. Alors, Ouais. ouais, ça peut être mal pris, ça peut être des fois mal fait aussi, mais je trouvais ça plutôt courageux et bien, enfin, en tout cas dans un esprit de bienveillance et de protection des plus jeunes sœurs, c'était cool. Carrément. Et puis en fait, du coup, c'est apprendre à s'aimer en fait. En apprenant à se Mm. respecter par le vêtement, on apprend à Oui, c'est s'aimer. ça. Et c'est quoi l'évangile? Il y a aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta force, et aime ton prochain comme toi-même. Et en fait, le vêtement, il Ouais, est un des outils pour apprendre à s'aimer. Et du coup, ouais, c'est assez marquant. Tu parlais des sœurs, des femmes plutôt dans l'église, ouais, parce qu'on est assez sensible là-dessus. Mais chez l'homme, en fait, c'est juste que elle devrait aussi y être, cette question, sauf qu'en fait, c'est pas dans notre culture même sociale, en dehors même de l'Église. ouais. Et tout de suite, si l'homme prend soin, on est encore dans des clichés qui amènent à ah, mais c'est trop féminin ou je ne sais quoi. Mais il y a des hommes on devrait aussi prêter attention et se poser la question. Moi, j'embêtais quand je commençais à me poser toutes ces questions sur ouais, Dieu, la mode, tout ça, le vêtement, est-ce que tu as quelque chose à faire là-dedans? Et ben, on parlait souvent justement les femmes, les filles, nin et je disais: «Mais et les gars, en fait? Est-ce que vous vous rendez compte que, Mm. certains pantalons aussi, et que enfin ça fait des choses, enfin ça met en valeur ou pas, l'avant, l'arrière, chez les hommes et nous aussi on a un regard en fait. La femme aussi elle regarde, on doit aussi nous Ouais, apprendre bien à sûr. regarder et donc C'est pour ça que j'embêtais Raph, maintenant, il met que des sarouels. Exactement, exactement. ah J'ai purée! laissé les jeans moulants et retroussés aux chevilles, pour les sarouels. Tu vois, voilà. Ah ouais, carrément. Ah, il y a eu du changement depuis alors, Oui, Raphaël. ah oui, 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 non, 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 Ah c'est ouais. une grosse blague, bien sûr. Ouais. Euh, c'est une grosse blague. Oh là C'est une là. grosse Non blague. mais ouais, mais du coup, je comprends l'idée mais tu vois aussi mon Ouais. questionnement et on Mm. sur c'est la notion du regard, en fait. L'intention déjà. Le Ouais. vêtement, en fait, vraiment, il questionne, l'un et l'autre. Il nous questionne mutuellement. Il me questionne pas que moi, en fait, que moi qui Mm. porte l'habit. Bah, c'est moi qui choisis comme je m'habille et tout, c'est sûr, mais en me respectant, comme on l'a dit, en respectant l'autre et dans le contexte dans lequel je suis. Mais l'autre aussi, il doit apprendre à regarder et aussi sonder ses intentions dans la manière dont il regarde, en fait, heu l'autre.
et apprendre à justement pas tout de suite, je vais direct, hein, mais sexualiser en fait le corps. On a le droit de regarder, on a le droit de dire waouh. Enfin, moi, en tant que femme, j'ai le droit de dire cette femme, elle est belle, cet homme, il est beau, sans tout de suite dire ah ouais, allez-y, d'accord. Ça veut dire que tu l'aimes bien, celui-là. Non, en fait. Mais ce qui m'a protégée, et personnellement, dans cette démarche-là, c'est que je bossais dans la mode. Donc, j'avais le droit de dire des compliments que les autres ne s'autorisaient pas à dire. C'est ça qui est drôle. Et c'est dommage, parce que du coup, par ce manque d'éducation, entre guillemets, du regard dans l'église, de discernement d'intention, et on se prive de valoriser les uns les autres, en fait. Ouais, je sais pas. Enfin, si ça vous parle, mais... Oui, oui, oui. D'ailleurs, Matt, il faut que je te dise, en fait, ta moustache, elle est pas mal. Je sais, merci. Juste te le dire, et j'espère que tu sens la véritable sincérité. Yes. Je suis ému même par sa sincérité. Il rougit. Oui. Alors, d'ailleurs, ils ont créé un emoji Mathieu Giralt. Je sais pas si... C'est vrai? Je te l'avais montré, Matt? Oui. Non. Il y a un emoji Mathieu Giralt avec les lunettes, le tarin et la moustache. Ah, il était temps, quoi. Ouais, il était temps. Alors, bon, on a parlé déjà de pas mal de choses. J'aurais une question pour vous deux, et si Matt, tu veux donner aussi ton regard d'homme sensible à ces choses. Est-ce que, en fait, on a déjà répondu à une question, hein, mais pourquoi la mode est importante, hein, on est créé à l'image de Dieu, on doit refléter Dieu, ça dit quelque chose de notre respect des autres, de nos valeurs, etc. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin dans ce sens-là, notamment au travers des Écritures? Qu'est-ce que nous dit la Bible là-dessus, sur le vêtement? Est-ce que vous voulez compléter un petit peu sur pourquoi c'est quelque chose d'important pour nous? Vas-y, Elsie, c'est ton podcast. En fait, comme je disais au tout début, c'est que le vêtement, il est partout. Il est là de A à Z. Il est là de Genèse à l'Apocalypse, en fait, en passant par le message même. Et donc, en fait, personnellement, j'avoue qu'en me professionnalisant dans ce secteur, j'ai développé une sensibilité et du coup une lecture qui me rend sensible à hey, mais là on parle du vêtement, ah mais là il y a un vêtement, et il y a plein de détails Oui, bien sûr. que j'avais jamais capté parce qu'on est sur le gros du sujet de la parabole par exemple, ou de l'événement et tout ça. Mais quand on questionne qu'est-ce qu'un vêtement et qu'est-ce que ça révèle, et quand on capte que en fait, le vêtement, c'est une notion d'identité, le manteau, c'est la notion de dignité, parce que c'est la première enveloppe. Enfin, on est avec habillé, on meurt habillé. Enfin bref, il y a plein de notions. Et du coup, tu découvres des aspects de la Bible différemment. Et aussi, en bref, tu peux aussi super bien présenter l'évangile en parlant mode. C'est la première fois que je me posais cette question, c'était genre il y a 4 ans, je prenais un café avec ma prof de mode que j'avais pas vue depuis super longtemps, et je commençais à lui poser des questions en disant tu vois, tu sais que je suis chrétienne, je me pose pas mal de questions, puis j'ai vu en fait que le vêtement il était dans la Genèse et que en fait c'est la première conséquence du péché. On parle pas, on fait rien, on va se couvrir le corps. Adam et Ève se couvrent le corps. Et dans certaines traductions, il se coud une ceinture, il se coud des feuilles de figuier, et pas de vigne d'ailleurs, ensemble. Faudra le dire à Guillaume Bourrin, parce qu'à chaque fois, il dit les feuilles de vigne. Au moins, ça fait de la pub pour les feuilles de vigne s'il a mangé, mais... Mais ouais, non, c'est parce que c'était plus esthétique. C'est pour ça que, toi, tu pourras plus le confirmer, Mathieu, mais dans l'imagerie, l'iconographie chrétienne, c'était plus stylé de montrer des feuilles de vigne.
puis que des feuilles de Mhm. figuier. Mais voilà, du coup, ils ont cousu un vêtement. Ils n'ont pas crié, ils n'ont pas réagi. Enfin, en tout cas, dans le récit biblique, euh, ils ont chopé ces feuilles, ils ont cousu un vêtement et ils sont couverts la partie genrée du corps. Pourquoi ils ne sont pas couverts les poignets, les trucs, enfin, j'en sais rien. Mais Quand tu dis la partie genrée, tu veux dire le sexe. exactement. Ok. Et du coup, ce qui est représentatif des deux genres, euh, donc du genre masculin et du genre féminin. Et ce qui est souvent, ben, du coup, aussi sexualisé dans la plupart, et dans toutes les cultures. Les autres parties du corps, enfin, c'est ce qu'on a en commun, en tout cas, dans la plupart des cultures. Cette partie-là du corps, elle est, elle a ce niveau-là. Les autres, ben, après, ça dépend. En Chine, c'est les pieds. La poitrine, c'est chez nous, alors qu'en Afrique, pas du tout. Enfin, voilà. Et du coup, en fait, après nous, s'être recouvert le corps, il y a Dieu qui arrive. Vous pouvez lire ça dans Genèse 3. Il y a Dieu qui arrive et qui sacrifie pour la première fois un animal et qui fait un vêtement de peau pour Adam et Ève. Donc, première réaction de Dieu, première action, pas réaction, pardon, mais première action concrète, c'est de fabriquer un vêtement pour Adam et Ève face au péché. Et donc, quand on parle du vêtement, on, on, on décrit exactement ce que c'est le péché originel. C'est une séparation de nous à nous-mêmes, de nous à l'autre, parce que du coup, Adam et Ève étaient cachés l'un à l'autre aussi, alors qu'avant, ils ne l'étaient pas, et de nous à Dieu. Et ça montre vraiment la séparation totale qui a provoqué cette désobéissance, en fait. Donc ça, c'est la première partie de l'Évangile. Et ça, c'était donc la Genèse. Et en fait, le vêtement, il y a encore, pour répondre à ça, Christ, il a fabriqué un second vêtement, second et dernier vêtement, et on appelle le vêtement du salut. Et pourquoi, moi je me suis demandé, mais normalement le salut, on devrait revenir à l'origine, aller tous à poil, tous nus, tu vas revenir à la nudité, parce qu'il y aura plus de pudeur, il y a plus de honte. Mais et je crois que c'était une des conversations qu'on avait eues, mais il y a longtemps, Raphaël, sur ce déjà pas encore. C'est qu'on est encore dans ce monde, on est encore dans ce monde habillé, en fait. Et du coup, Dieu nous recouvre notre corps avec ce vêtement du salut. Ce vêtement blanc, par contre, il est symbole de justice. On est purifié et on est identifié comme justifié par ce vêtement. Et, et on peut aller tellement loin, encore plus précisément dans la présentation de l'Évangile avec cette porte d'entrée du vêtement. Mais voilà, il est de A à Z, quoi, dans la Bible. Ouais, non, c'est très vrai. Et c'est vrai que je pense que d'avoir un regard particulier comme tu l'as sur la mode, c'est intéressant. Et ça te permet de voir, d'attirer le regard sur des choses en particulier. Et c'est vrai que Dieu utilise, dans le salut, il y a ce vocable-là, hein, d'être revêtu par Christ, quoi. Et ça, c'est super beau. Est-ce que, Matt, tu veux rajouter des choses? Toi, je sais que la question de la prêtrise dans l'Ancien Testament, de toute la symbolique, tout ça, c'est un truc qui t'intéresse? Ouais, alors c'est intéressant. En fait, Elsie, elle a déjà dit enfin, l'essentiel, mais c'est vrai qu'après, en détail, il y a d'autres exemples en particulier qui nous montrent que le vêtement est symbolique. Et on a cette première symbolique du péché et du salut. Et c'est vrai aussi que Paul, dans Éphésiens, il parle de revêtir Christ. Il parle souvent du manteau, etc. Il y a énormément de symbolique liée aux vêtements qui fait l'association entre ce que l'on est et ce que l'on revêt, ou ce que l'on était et ce dont on se débarrasse. Il parle du vieil homme comme d'un manteau dont on se débarrasse. Donc ça, c'est très intéressant.
Et Et donc, oui, et alors moi j'avais été frappé, j'avais prêché sur ce passage dans l'Exode, où on a cette description assez détaillée du vêtement du prêtre. Euh, et ce qui est intéressant, c'est de voir, parce que quand on regarde l'Exode, c'est assez frappant en fait. On a le récit de l'Exode qui est peut-être le plus connu au début, jusqu'à la libération du peuple. Ensuite, on a le don de la loi au Sinaï, et ensuite on a des applications de la loi dans le pays qui sera donné, qui est promis au peuple. Et puis en fait, la fin de l'Exode, à part quelques passages, c'est des instructions sur la construction du tabernacle qui sont assez précises, et le récit de la construction. On a l'impression d'ailleurs que c'est la même chose. Euh, Dieu dit tu feras ça comme ça, tu feras ça comme ça, tu feras ça comme ça. Et après, il y a d'autres chapitres qui disent et ils ont fait comme ça, et ils ont fait comme ça, et ils ont fait comme ça, selon le modèle que leur a montré Dieu, etc. Et dans ces chapitres-là, on a ce passage sur les habits du prêtre. Et c'est assez intéressant de voir les similarités qu'il existe entre les couleurs et les matériaux du vêtement du prêtre et les couleurs et les matériaux des tentures du tabernacle. Et quand j'avais prêché ça, j'avais utilisé l'image d'un film où il y a une scène assez cocasse, où c'est un jeune homme qui revient pour les obsèques de sa mère. Sa mère, dont le hobby était la couture, mais qui utilisait les chutes de ce qu'elle avait chez elle pour faire de la couture. Et donc, il est assis sur le canapé et il y a la meilleure pote de sa mère qui lui dit « Ta mère t'a laissé quelque chose avant de partir. » Et en fait, elle y avait fait une chemise. Et le plan d'après, c'est le mec avec sa chemise qui a exactement le même motif que la tapisserie de sa salle de bain. Et donc, en fait, c'est comme si le mec, il disparaissait devant le mur de sa salle de bain. Et, et c'est hyper cocasse. Et quelque part, tu vois, quand on voit ce mec, on pense à la salle de bain de chez sa mère. Et c'était un peu pareil, en fait, pour les prêtres. Quand on voyait le prêtre, on pensait au tabernacle. Il y avait un lien extrêmement fort de représentation de la fonction du prêtre, c'est-à-dire le prêtre, il avait une double fonction. Il représentait Dieu aux yeux du peuple et il représentait le peuple aux yeux de Dieu. C'est vraiment la fonction de la déclaration de la parole aux yeux du peuple, et après de la représentation de l'intercession du peuple vis-à-vis de Dieu. Et le vêtement, en fait, c'est une interface. On le voit ici, le exact. vêtement, c'est une interface dans la manière de comprendre du peuple. En fait, déjà, c'est un outil pédagogique, le vêtement, et on le voit ailleurs parce qu'il y a des lois sur le vêtement. C'est extrêmement codifié. Il y a une portée morale au vêtement, une portée symbolique à la morale. Par exemple, le fait de ne pas mélanger des fils différents, le fait de porter certaines choses, etc., les lanières qui doivent rappeler des choses. Et donc, on a vraiment en substance, et je m'arrête là, l'idée que le vêtement dit quelque chose, symbolise quelque chose, et ça, c'est très très fort dans la Bible, effectivement. Donc je trouve ça intéressant de se poser ces questions, et je suis ultra content qu'il y ait des gens comme Elsie qui s'intéressent à cette question, parce que tout produit culturel, en fait, va refléter notre religion, l'état de notre cœur. Et donc, en fait, il y a une dimension religieuse à la mode. Même au-delà de la mode, du monde de la mode, qui est bien sûr qu'il y a ses sacrifices, qu'il y a ses rituels, qu'il y a ses discours, ses idoles, etc. Mais au-delà de ça, dans notre manière de nous habiller, ça fait écho à quelque chose qu'on retrouve dans la Bible. Et après, j'ai un autre point à développer, mais je le développerai pour la dernière question. Et je veux bien juste réagir à ça. Mais c'est ton podcast, Elsie, vas-y. T'es chez toi. Ouais, bah, en fait, j'aime trop ce que tu dis, c'est que
ça paraît gratuit en fait, on lit ça, on lit Exode, Deutéronome, tous ces trucs, on se dit: «Mais waouh!» Tout ce qui est ne pas faire, faire et tout ça, mais ça paraît totalement gratuit. Mais quand on se pose la question: «Mais c'est quoi un vêtement?» ou «C'est quoi une architecture? À quoi ça sert? Qu'est-ce que la mode? Qu'est-ce que quelque chose?» et ben, on réalise que rien n'est gratuit. Que en fait, Dieu, s'il instaure des rituels, s'il instaure des célébrations, s'il propose une architecture, une esthétique, une façon de faire, c'est qu'elle révèle quelque chose, elle reflète quelque chose. Il y a i Tout est raisonné. Parfois, Dieu nous ouvre la porte sur ces mystères et ça, c'est que grâce. Parfois, on réalise, on comprend, et parfois on comprend pas, on saura jamais, pourquoi il nous a fait faire ça, pourquoi il nous invite, plutôt à faire ça. Mais on obéit parce qu'on sait que, ben, Dieu est justice et Dieu est juste, Dieu est amour. Hem et en fait, ce que tu dis aussi, ça révèle enfin, je me disais: «Mais pour quelle raison il y a besoin de matérialiser, en fait, quelque chose?» Pourquoi on reste pas dans le vide, dans le néant ou je ne sais quoi. Et en fait, je réalisais que le toutes nos façons, toutes nos modes, toutes nos esthétiques en fait, et dont l'habit, en fait, matérialisent, la vérité, matérialisent des vérités ou des états d'être sans être, dans la notion de vérité, mais elle matérialise un état, une façon d'être, une façon de faire, et du coup, notre croyance, notre démarche, notre posture et puis, la mode, ben, elle va juste, en parlant de tendance, si je reviens sur cette définition-là, elle va esthétiser, selon le contexte culturel et la temporalité dans lequel on est. Hem, les prêtres d'il y a, 4000 ans, ils avaient cette esthétique-là qui est décrite dans la Bible. Aujourd'hui, les rabbins et les prêtres, enfin, dans le judaïsme ne sont plus dans cette notion, enfin, dans cette esthétique-là. Donc il y a des raisons Mmh. culturelles, mais il y a des raisons, aussi théologiques. Et tout ça, en fait, c'est lié, c'est interdépendant. On peut pas, séparer. C'est ça qui est dur aussi dans l'étude de ces questions, c'est qu'on peut pas vraiment séparer théologie, sociologie, culturelle, parce que là, enfin, si on étudie l'humain, l'être humain, c'est un être spirituel, c'est un être matériel, c'est un être, enfin, ouais, culturel, je sais pas comment expliquer, mais enfin, voilà, je voulais juste, ajouter Mmh. ça. Ouais. Moi, il y a juste un dernier point là, auquel je pense en vous écoutant, c'est qu'il y a une interaction, il me semble aussi, dans le vêtement, entre ce qu'il souligne de l'anthropologie, de ce qui fait et du sexe, dans le sens de ce qui fait un homme et une femme, et et qui s'applique dans un contexte toujours donné. Dans le sens où je repensais à ça, là, ça m'est revenu dans le Deutéronome, au chapitre 22, verset 5. Yes, Ouais. Dieu dit: une femme ne portera pas la tenue d'un homme et un homme ne portera pas les vêtements exact. d'une femme. Car celui qui fait cela est en horreur à l'Éternel, ton Dieu. Et alors, la vision biblique reconnaît clairement qu'il y a une expression culturelle du genre, de la sexualité, de qui on est, et on voit que c'est pas toujours pareil partout. Euh, Dans l'Ancien Testament, au temps biblique et dans l'Antiquité, les hommes portaient des robes. Aujourd'hui, ils n'en portent plus. Dans En d'autres tout cas en cultures, Europe, tu vois, en mais Écosse, en Europe aussi, voilà. Tu vois, en Écosse, ils portent un kit, ou en Afrique, un boubou, yes, voilà. Enfin bref, il y a vraiment une contextualisation, mais dans les Écritures, il me semble que ce qui est important, c'est que dans le contexte dans lequel tu es, ta façon de t'habiller reflète, soit en adéquation, l'expression, ce que tu vas exprimer culturellement soit en adéquation avec l'identité que Dieu t'a donnée. exact. Euh, et je trouve que c'est intéressant, ça renvoie à notre discussion qu'on avait la semaine dernière sur
la question du transgenre, où les théoriciens ils disent que notre sexe n'est que biologique, c'est que des chromosomes, une anatomie, on s'en fiche, mais que le genre qui tu es vraiment, ton identité sexuelle, elle est strictement biologique. Et en fait, on voit que Dieu veut que la façon dont on va s'habiller et ce à quoi on veut ressembler doit correspondre à qui l'on est aussi. Yes. Voilà, donc c'est juste et ça bien sûr, et ça répond à différents codes selon le contexte dans lequel tu es et l'époque dans laquelle tu vis. Mais Exact. la question qui est importante pour nous, c'est de dire voilà, à mon époque où je suis, qu'est-ce qui va, si je suis une femme, souligner ma féminité ou souligner ma masculinité, quoi. Ouais, et ce qui est trop bon, c'est que du coup, ça réunit tout l'être. On catégorise plus Mm. l'être en c'est un être biologique et que biologique, c'est que un truc spirituel. Et alors qu'avec ce commandement, on voit combien Dieu il s'adresse à l'être entier et il sait Mm. on est biologique, on est anatomique, on est physique, on est C'est spirituel ça. et ça fait du bien. Ouais, Ouais, on est un tout, exact, devant lui. On ne peut pas saucissonner ça exact. ou faire à la carte. Ok, alors je vous propose qu'on aille vers la fin. Euh, alors, question, c'est quoi Imago Dei Mode? Ah yes, sans transition. Yes, non, si, il y a une Est-ce transition. que tu peux nous expliquer ça et on se garde. Ouais, ouais. Dis-nous-en un peu Ouais, plus. alors Imago Dei Mode, en fait, c'est une équipe qui dans laquelle je travaille et donc et dans l'équipe, il y a certains le connaîtront, Raphaël Anzenberger. Bien sûr. Et en fait, c'est né donc dans sa tête déjà, mais il y a 2 ans, on s'est retrouvés à Lyon, puis on a discuté. Il m'a demandé comment je voyais la mode, qu'est-ce qui se passait dans mon quotidien et tout. Puis je lui dis, mais moi, je me questionne, voilà, la mode, ça m'interpelle, ça parle du vêtement, du corps, de l'identité, de l'être humain. Puis je lui partageais mes réflexions sur la Genèse et tout ça. Et, et il me parle justement de cette notion de image de Dieu, imago Dei, et, et ce que ça veut dire. Et du coup, il me fait lire Bonhoeffer et tous ces trucs. et, et je réalise qu'en fait, bah voilà, la démarche de... Bah, du coup, ça a créé en fait un mouvement. Donc, et on a développé un blog qui s'appelle Imago Dei, où il y a des podcasts aussi. Et où en fait, on crée on questionne, c'est qu'est-ce qu'être à l'image de Dieu? Et qu'est-ce qu'être à l'image de Dieu et dans différents secteurs. Et on interpelle des professionnels qui sont dans le sport, dans la mode, dans les arts, dans le business et dans la politique. Et avec nos langages, en fait, avec nos sensibilités. Tout à l'heure, on parlait de l'évangile avec cette sensibilité vêtements. Celui qui va être dans le business, il va avoir aussi d'autres sensibilités. On n'aura pas un autre évangile, on aura le même, sauf qu'on aura des vocabulaires et des sensibilités et des fenêtres différentes. Et donc, voilà, l'idée, c'est de questionner qu'est-ce qu'être à l'image de Dieu avec cette équipe. Et donc, on a une section mode, et où en fait, du coup, je suis encouragée et ils me soutiennent dans cette démarche à étudier la Bible, à questionner qu'est-ce que le vêtement et avoir cette fameuse théologie de la mode, si on veut mettre des grands mots Ouais. derrière. Parce que concrètement, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. J'ai peu trouvé d'ouvrages et tout ça. On se questionne très peu. Alors, c'est quoi le corps? Et avoir ces questions, en fait, ça nous fait découvrir qui est Dieu. Ça nous ouais, ça nous présente aussi Dieu. Et c'est l'idée d'Imago Dei. Mode, c'est pas juste d'être là pour les chrétiens qui bossent dans la mode, c'est vraiment d'être une ressource pour ce secteur, en fait, Hmm. aussi. Et d'être une Super. Eh ben, ressource. on va mettre toutes les infos
On va mettre toutes les infos dans le lien de l'article pour qu'on puisse aller lire. Est-ce que tu peux juste nous rappeler l'adresse du site pour les auditeurs? imagodi.fr. imagodi.fr. Exact. Super. Alors, je vous propose Raph. Oui, vas-y. Moi, j'ai une question avant la dernière. Peut-être il y a des gens qui nous écoutent et qui aimeraient ou qui sont en train d'emprunter un chemin dans la mode. Quels sont les conseils que toi, tu donnerais à un chrétien qui veut se lancer dans la mode, que ce soit dans la conception, dans l'étude, enfin n'importe quoi dans la mode, mais qu'est-ce que toi, tu aurais aimé qu'on te dise, je sais pas moi, il y a 10 ans ou il y a 5 ans, alors que tu te posais plein de questions, c'est quoi qui pourrait aider ces gens? D'avoir des parents, des grands frères, des grandes sœurs ou des frères et des sœurs qui prient pour moi. Donc dans le sens où, demander à des gens de prier pour vous et de se dire, voilà, je sens et je pense que je veux m'engager dans ce secteur et ce secteur est super large. Il y a plein de métiers différents et donc il y a plein de problématiques, différentes. Quand tu es mannequin, c'est pas les mêmes problématiques que quand tu es, derrière une machine à coudre. Et donc d'être soutenu dans la prière et d'avoir des référents, des personnes qui ont un droit de regard sur ta vie en fait. Et ça fait plaisir d'avoir des mentors, des coachs, on aime bien ce mot, mais moi j'en ai pas eu pendant toutes mes années d'études et après, et ça fait que 2 ans là que enfin il y a des papas, il y a des mamans autres que ma famille, que mon vrai papa et ma vraie maman, qui me soutiennent aussi dans cette démarche et qui me donnent des ressources, qui m'encouragent, qui prient pour moi, avec qui je me sens en sécurité de parler des problématiques qui existent, même s'ils ne sont pas du secteur, mais justement, c'est encore plus... Ça fait du bien aussi de sortir de notre secteur. Voilà, et de prier pour avoir d'autres chrétiens qui sont aussi dans ce secteur autour de soi et d'aller les rencontrer. Ouais, ça fait du bien. Ouais. Excellent, merci. Super. Ouais. Merci pour cette sagesse que tu partages. Est-ce que j'ai la dernière question? Alors, on finit toujours avec cette question. C'est comment vivre Memento Mori, c'est-à-dire en prenant la fin, la finalité comme point de départ, en nous rappelant qu'on va se présenter devant Dieu, qu'on a été sauvé pour vivre dans la gloire et la vie éternelle. Ça doit transformer notre regard présent sur ce que l'on vit, et en particulier ici appliqué à la mode. Comment vivre Memento Mori peut nous aider dans notre démarche, dans notre relation à la mode? C'est une très bonne question. Ouais, carrément. N'hésite pas. Je trouve. Mais déjà, instant culture, vous saviez que les Memento Mori, c'était un objet mode? Enfin, mode, oui. Une pièce du vestiaire. Vous connaissiez? Vas-y, développe. En fait, j'ai découvert ça avec un archéologue qui parle beaucoup de la mort, que j'ai interviewé sur mon podcast pour Halloween dernier, d'ailleurs. Et en fait, il m'a dit que c'était des objets de souvenirs, en fait, qui vont porter il y a un aspect affectif, en fait, et de mémoire du défunt. Et on va le porter sur soi, ou on va faire une photo, ou je ne sais quoi. Enfin, ça dépend les époques aussi. Et c'est des objets qui sont souvent de l'ordre du vestiaire, donc de l'habillement, qui appartiennent au défunt ou qui représentent le défunt et qu'on va porter. Et ça va nous accompagner dans le deuil, donc c'est plus ou moins long. Plus ou moins longtemps porté, et parfois, des fois, c'est oublié, des fois, c'est reporté de 10, 15 ans, 20 ans plus tard. Et donc, ça s'appelle des Memento Mori. Voilà. Okay. On va le développer un peu plus tard, prochainement d'ailleurs, dans le podcast. Mais donc oui, la mort dans le vêtement, enfin la mort, c'est pas que ça, Memento Mori, mais souviens-toi que tu vas mourir.
On peut le traduire comme ça, hein, c'est ça? C'est ça. Oui, tout à fait. Ben, souviens-toi que tu vas mourir et donc et si on s'adresse à ceux qui veulent, qui savent qu'ils vont passer l'éternité avec Dieu, ben, c'est que vois la mode et vois le vêtement comme un outil et quelque chose qui ça nous permet de voir et de définir cet objet, comme non pas justement superficiel du tout, mais quelque chose, qui nous révèle, qui révèle Dieu, qui révèle, qui nous sommes et ouais, il y aurait j'arrive pas à résumer, mais Ouais, ouais, non, mais écoute, je sais pas comment dire, mais en tout cas, voilà, Memento Mori, heu, c'est ça, c'est vraiment, justement pense à la mort et que en fait, ça te permettra de réajuster donc ta façon de consommer la mode, ça nous réajuste dans notre manière de consommer la mode. Mm. Si on est des habilleurs dans le sens, métier de la mode, ça nous permet de, réajuster notre manière de produire, de fabriquer, en prenant soin des êtres humains, qui nous entourent, qui fabriquent avec nous, de Ouais, l'environnement aussi. ouais. C'est pas parce qu'on va mourir nous personnellement qu'on doit, faire tout pour soi. Comme on l'a dit, dans la mode, il y a une justesse entre soi et les autres. Et du coup, voilà, souviens-toi que tu vas mourir et ben, prends soin de ce que ce vêtement t'invite à, à prendre soin, en fait. Donc, toi, Mm. ton corps et les autres. Excellent. Mathieu, toi? Ouais, bah dans le petit parcours de théologie biblique, enfin le survol qu'on a fait, il y a un vêtement dans l'Apocalypse qui est particulièrement symbolique. C'est la robe blanche dont sont Ouais. revêtus les vainqueurs. Mm. De fin lin Et, blanc. et c'est intéressant de voir que là encore notre destinée est liée à un vêtement au niveau symbolique en tout cas, et qu'il y a cette image du fin lin dont Dieu nous revêtira, euh, et avec lequel il nous accueillera. Mm. Et c'est beau de voir ça, de voir qu'il y a un vêtement qui nous attend, ce vêtement magnifique, cette robe blanche resplendissante, qui fait aussi un contraste assez fort dans l'Apocalypse avec ces vêtements tachés de sang des martyrs, et de voir ce vêtement qui nous attend. Mm. Je trouve que c'est une belle vision de l'accueil de Dieu qui nous Carrément. réserve. Aux mesures de tous Wow. et qui s'abîme plus, Ouais. accessible par tous et qui ne se vendent pas en plus, qui l'offrent. Ouais, excellent. Ouais, Trop bien. tout à fait. Et moi, je pense à une autre chose. Je pense à la parabole des deux fils, ou du fils Ouais, prodigue, comme on veut, Mm. où quand il revient, il est revêtu par le père. Il lui donne des sandales, des nouveaux vêtements, une nouvelle grosse bagouze avec un sigle Memento Mori dessus. bien sûr. Et en fait, euh, et en fait, je me dis, ouais, alors, image hein, du pardon, de la justification, de la restauration, etc., et de l'adoption, qu'on retrouve toute cette symbolique-là. Et je me dis, oui, effectivement, en pensant qu'on sera revêtu de ces vêtements, j'ai envie de dire, définitifs, parfaits, qui symboliseront en tout cas des choses définitives, totalement accomplies et parfaites. Nous qui sommes, justement, on est dans ce déjà pas encore, c'est de se dire de considérer aussi notre rapport à l'habillement en cherchant à refléter aujourd'hui ce qu'on sera dans l'éternité. Mm. Alors concrètement, je ne sais pas, ça veut dire plein de choses différentes selon les contextes dans lesquels on est, mais de se dire qu'est-ce qui aujourd'hui manifeste le fait
je suis un enfant de Dieu et comment est-ce que je m'habille aujourd'hui pour refléter mon appartenance à Dieu et les valeurs du royaume. Comment je peux glorifier Dieu, en gros, parce que quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Comment est-ce que je veux glorifier Dieu dans ma façon de me vêtir et d'être un bon témoignage autour de moi? Je pense que ça va être un principe cardinal qui doit nous guider dans notre façon de nous habiller. Et je rajouterai un autre truc que dit Marion. Elle dit, une femme dans sa garde-robe, elle doit toujours avoir une robe noire. Une petite robe noire, elle dit, c'est le joker. Si tu es en galère, tu as toujours une petite robe noire et au moins tu sais que tu peux la mettre et ça te sauve. Est-ce que tu confirmes, Elsie, ou... Oui, c'est C'est la le thèse de joker. Marion. Une petite robe noire, c'est passe-partout, ça te dépanne, ça peut te sauver la vie si tu es invité à un truc, tu sais pas comment t'habiller. Yes, Ça, carrément. voilà. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ok, Je me demande chez les gars aussi, vous avez allez. Nous, on a une petite La robe petite noire robe aussi. noire, non. voilà, Ouais, le c'est petit ça. kilt noir. Voilà, c'est les curés, ça, ils ont la robe noire avec le col romain, c'est nickel. Ça leur va tellement bien. Eh bien, ouais, merci Elsie. Merci Ouais, beaucoup merci. pour C'était ta trop bien présence. de parler de ça. Ouais. Merci à Ouais, vous. donc, on peut retrouver tes productions sur imagodi.fr, c'est bien ça? Yes, il y a 2 articles pour l'instant et de ma part et puis, et ça va continuer, pour la suite. Je me mets à l'écriture après, Super, avoir commencé le podcast. excellent, excellent. Merci beaucoup. On te souhaite de passer une bonne fin d'année, des bonnes fêtes. Et Matt et moi, on va se retrouver la semaine prochaine, Mathieu, pour Oui. un film Pour parler de décrypté. l'intestin grêle de Jack. Voilà, exactement. De la sueur froide de Jack. Un film, un spécial Noël, un grand classique qu'on regarde en famille avec les enfants le 25 décembre autour du sapin, c'est ça? C'est ça, quand tes enfants sont majeurs. Voilà, c'est ça, quand ils sont majeurs. Ouais. Donc, ça sera l'analyse du film Fight Club, un grand classique des années fin des années 90. Donc, voilà. Alors, regardez-le si vous êtes majeur. Si vous voulez le voir, nous, on va en faire une critique. Voilà. Donc, on encourage les gens à le voir pour comprendre la critique. Sinon, voilà. Et en plus, il y aura des spoilers, forcément. Donc, Alors, voilà. on encourage les gens à le voir, mais il ne faut pas que les gens soient trop sensibles. Oui, tout à fait. Voilà. Et qu'ils le regardent avec une grille d'analyse Memento Mori. Voilà, donc si vous êtes sensible à la violence notamment, vous ne regardez pas le film. Exactement. Voilà, bien vu. Allez, bonne fin de semaine. Merci encore beaucoup, Elsie. Et Avec plaisir, merci à vous. Salut!